Alors, chers auditeurs, vous aviez vu passer ces images de cette manifestation qui a eu lieu place de la République, à l'initiative des Patriotes de la diversité. On en a énormément parlé et ça fait naître une polémique à droite, en réalité, qui couvait depuis déjà beaucoup d'années. Quelle est la définition que l'on donne au mot être, enfin l'expression être français? Qu'est-ce qu'être français? Quelles sont les conditions de cette identité? On nous en a présenté un certain portrait lors de cette manifestation. Et donc, il nous semblait intéressant de nous pencher, nous aussi, sur cette question. C'est pour ça que nous recevons Antoine Dress, donc, que vous connaissez. Il est le philosophe qui tient la chaîne Egonon, donc diplômé en philosophie, animateur donc, de ce blog de philosophie politique que je vous invite à consulter sur Internet, directeur des publications de l'Institut Iliade et auteur de réalisme politique, notamment aux éditions de la Nouvelle Librairie. Antoine Dress, bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour Liselotte. Très bien, et vous? Parfait. Merci d'être avec nous ce matin donc pour cette vaste question. Qu'est-ce qu'être français? Est-ce que vous pourriez, avant qu'on entre dans les détails, nous donner peut-être, vous, dans les grandes lignes, votre définition de l'identité française? Alors, dans les grandes lignes, ce sera très très simple, c'est qu'en fait, je ne vais pas vous énumérer une longue liste de qualités pour définir ce qu'est être français. Est-ce que être français, c'est aimer telle gastronomie, c'est adhérer à telle valeur ou non? Est-ce que c'est même parler la langue française? En ce moment, enfin, vous entendez Mmh. bien que moi-même, je parle français, mais je suis belge, je ne suis pas français. Non, en fait, l'identité ne peut pas se réduire à une liste de traits à cocher. L'identité est d'abord et avant tout un héritage euh, ethnico-culturel. En fait, c'est une filiation. On est français. S'il y a quelque chose de tautologique dans dans une identité, on est français parce qu'on est français. On est français parce que ses parents sont français. De même qu'on est allemand parce que ses parents sont allemands, on est belge parce que ses parents sont belges. C'est ça la première pierre à l'identité individuelle et en fait à l'identité nationale. Et là, ce qui s'est joué avec ces patriotes de la diversité, et c'est pourquoi il y a quelque chose de lassant, si vous me permettez, c'est-à-dire qu'on voit se rejouer éternellement un même débat entre deux conceptions de l'identité depuis la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle en particulier. C'est la thèse civique volontariste pour laquelle la nation est un corps politique fondé avant tout sur des principes abstraits. Donc on pourrait entrer dans une nation par l'adhésion. Ce qui compte, c'est le démos, le peuple au sens politique du terme, au sens de la participation politique et non pas l'ethnos. Et à l'inverse, une thèse ethnoculturelle qui dit qu'on est national avant de se vouloir national. Donc, et là, dans cette seconde acception, qui est celle que je partage, l'affiliation, c'est d'abord l'héritage, l'affiliation, comme je l'ai dit, puis les langues, les rites, l'histoire reçue. C'est tout cela qui fait l'identité. La loi, ensuite, la loi civile, ne fait qu'entériner un état de fait. Mmh. Alors, on pourra revenir d'ailleurs sur la façon dont cette loi est construite en France, parce que c'est peut-être ça qui alimente aussi, une certaine, erreur sur le sujet. Quand, vous nous parlez d'héritage ethnico-culturel, est-ce qu'on ne peut pas s'inscrire artificiellement dans cet, héritage? On pouvait entendre beaucoup de personnes lors de cette manifestation qui nous expliquaient que, eh bien, ils voulaient s'inscrire dans l'histoire de France, que de toute façon d'ailleurs, et ça c'est un autre argument pareil que nous pourrons creuser, mais que l'histoire de France, elle est plurielle et qu'elle mêle de toute façon des peuples très divers. Donc est-ce qu'on ne peut pas choisir effectivement de s'inscrire dans cet héritage, de faire fi de tout ce qu'on peut, de tout ce dont on peut hériter par le sang, et donc choisir voilà, de se transposer à une autre histoire? Alors, c'est une question très complexe, car j'ai défini l'identité d'abord et avant tout par par la filiation historique, et c'est la base première de l'identité nationale. Ensuite, évidemment, il y a quelques porosités dans tout corps national. Il y a des marges historiques qui ont été inscrites vraiment dans le longtemps. Ou, si on prend le cas de la France, vous prenez les Bretons, vous prenez les Occitans, vous prenez les Alsaciens, qui ont chacune une identité un peu particulière, mais qui s'agrègent malgré tout à un grand corps national. On pourrait se demander effectivement si une telle chose n'est pas possible pour des individus provenant d'horizons très, très divers.
C'est une possibilité, mais à la marge, et elle ne peut se faire qu'en reconnaissant à chaque fois un peuple dominant, une culture dominante à laquelle on pourrait s'assimiler. Or, qu'est-ce que veut dire, que veut dire s'assimiler? S'assimiler veut dire devenir similaire à quelque chose. C'est devenir le similis de quelque chose, comme on le dit en latin, c'est-à-dire quelque chose de semblable, voire quelque chose de même. Et Enoch Powell, le grand politicien britannique, disait qu'être assimilé, c'est être pleinement indifférenciable par rapport au reste de la communauté. Or, être indifférenciable par rapport au reste de la communauté, ce n'est pas quelque chose qui relève uniquement du choix individuel. Bon, il peut y avoir une participation évidemment de la part d'un individu qui cherche à tout prix à se couper de ses racines, à s'identifier à un modèle culturel particulier, mais il doit encore être reconnu ensuite par l'ensemble de la communauté. Et au fond, je pense que tout le monde comprend cela, tout le monde est plus ou moins d'accord instinctivement pas avec cette idée qu'on est d'abord et avant tout français par l'affiliation, mais on a du mal à le reconnaître parce qu'on raisonne sur une base moralisante. Ce serait injuste, au fond, de ne pas accorder la nationalité à un étranger qui aime la France, qui vit parmi nous, qui parle français, qui aime le bon vin, tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est une erreur de catégorie. La nationalité et la moralité n'appartiennent pas au même champ. Ce sont deux ordres qui n'ont absolument rien à voir. Tout ce discours qui consiste à dire qu'on est français parce qu'on aime la France, il y a quelque chose d'absurde là derrière. C'est-à-dire que euh, ça sous-entend que la France est une qualité, euh, que certaines personnes mériteraient d'être français ou non. Or, le mérite n'a absolument rien à voir là-dedans. Euh, Ce n'est pas un ensemble de valeurs et on ne peut pas dire que quelqu'un est plus ou moins français qu'un autre. On est français par un état de fait, de même que euh, enfin, ce n'est pas parce qu'on aime quelque chose. Moi, je vous donne un exemple personnel. Quand j'étais adolescent, j'étais fasciné par la Russie. J'apprenais la langue russe. Je m'intéressais à l'histoire de la Russie. Je pense sans aucune arrogance que je connais mieux l'histoire de la Russie que certains Russes. Pourtant, ça ne fait pas de moi un Russe. Oui, effectivement. Et moi, j'aime beaucoup l'Italie, je ne suis pas italienne, chers auditeurs. Sur ce, quand vous dites être français, c'est un état de fait, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui répondent: «Bah oui», et l'état de fait, c'est que quelqu'un qui naît sur le sol français, ça fait de lui un Français. Il y a donc cette fameuse question du droit du sol, ou du droit du sang. On est, depuis, quelques années maintenant passé, au droit du sol, en France, et ça a peut-être nourri cette confusion, aussi, Antoine Dress? Oui, bien sûr. Je vous ai cité au début de notre conversation ces deux thèses archétypales entre une conception purement civique de la nation et une thèse ethnoculturelle. Alors, dans les faits, évidemment, les différentes nations européennes n'ont pas correspondu à un de ces deux archétypes purs. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une part, la nation française au 19e siècle admettait une part de conception civique de la nation et aussi une part de la conception ethnico-culturelle. Mais depuis 1945 au moins, pour faire très rapide, la conception ethnico-culturelle de la nation s'est vue complètement discréditée, du moins moralement. Et donc, on a dévalé la pente et progressivement, nous nous orientons vers une conception de plus en plus civique de la nation, ce qui permet une immigration de masse et une naturalisation de masse. Et en fond, on peut même se demander quel est l'œuf, quelle est la poule, parce que Mmh. aussi c'est la présence massive de millions d'étrangers sur le territoire qui convainc ensuite d'adhérer à une identité purement civique de la nation. Parce qu'évidemment, refuser ensuite à tous ces millions d'étrangers la nationalité française apparaîtrait comme quelque chose de dur à assumer. Ce serait un rapport de force assez difficile à enclencher. Et puis cela paraîtrait méchant, pardonnez-moi le Ouais. langage un peu gnangnan, mais c'est cela. Nous vivons dans une époque de très grande sensiblerie et cela paraît immoral ou désagréable aux gens d'assumer ce genre de thèse. Oui, parce que vous le disiez, pour assimiler, certains individus, il faudrait, dans un premier temps, reconnaître qu'il y a, un peuple dominant, et aujourd'hui, on sait quel est le tabou qui se cache derrière, ce mot de dominant, et même, en fait, en général, tout ce qui concerne ce rapport de dominant-dominé est extrêmement mal vu. On veut placer tout le monde sur un pied d'égalité, et ça vient nourrir cela aussi.
Bien sûr, mais en fait, la notion même d'assimilation n'a aucun sens s'il n'y a pas quelque chose qui est retenu comme ce à quoi il faut s'assimiler. Or, aujourd'hui, c'est vraiment le paradoxe dans lequel nous sommes plongés. C'est-à-dire que la France doit être définie par un ensemble de valeurs abstraites. La position la plus extrême, évidemment, de ce positionnement se trouve à l'extrême gauche. J'avais déjà entendu Mélenchon dire que du moment qu'on disait liberté, égalité, fraternité, on était français. Or, à partir du moment où on dit ce genre de choses, il n'y a pas d'assimilation possible. Donc même pour des étrangers qui sont, véritablement désireux de devenir français, c'est fondamentalement, en fait, ce n'est pas possible. Ça ne peut être possible que pour des cas limités, mais dans une société qui reconnaît un, qui donne une substance, en fait, à la notion d'identité française. Or, les identités européennes aujourd'hui n'ont plus aucune substance et donc de fait, tout le monde Mmh. peut peut avoir la nationalité, sur un bout de papier. C'est ça, c'était ma question parce que, donc l'identité française, c'était peut-être ça pendant des années. Aujourd'hui, de fait, la France, ça devient un bouillon multiculturel, comme on pouvait l'entendre dans cette manifestation. Ici, c'est la France, telle qu'on la connaît et telle qu'on l'aime, donc la France une France de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les religions. Si c'est bel et bien ce qui est devenu la France, comment est-ce qu'on peut encore affirmer qu'être français, ça serait autre chose et qu'il devrait y avoir un socle commun, puisqu'aujourd'hui, de fait, c'est ça la France. Votre question porte-t-elle sur la, pratique politique à adopter ou alors ce serait sur, un état de fait, enfin sur un positionnement moral qu'on pourrait tenir individuellement? Plutôt la deuxième solution, mais si vous voulez avoir une réponse à la première également, ça me va très bien. C'est-à-dire que, oui, il y a un état de fait politique aujourd'hui qui est le mélange de différentes populations sur, le territoire français. Cela n'en fait pas d'eux des Français et individuellement, on peut toujours se raccrocher à une identité française tout simplement par l'histoire et par son propre héritage individuel. Hem, Si vous voulez, il y a pu y avoir des colonisations de peuplement dans l'histoire, en Europe ou ailleurs. Les peuples colonisés n'en admettaient pas pour autant la vacuité de leur identité. Donc ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui différentes religions en France, notamment la religion musulmane, puisque c'était celle Ouais. qui est visée dans cette histoire des patriotes de la diversité. Ce n'est pas pour autant que cette religion devient française, pour autant qu'elle appartient à l'héritage français. Dire le contraire serait se faire avoir par cette logique orwellienne qui ne nous fait plus voir la réalité telle qu'elle est. Mmh. D'un point de vue politique, bien justement, c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de force à mener pour faire reconnaître à nouveau l'idée d'un peuple dominant dans la, mmh, d'une culture dominante dans la Constitution. Aujourd'hui, la culture française en tant que telle, la vraie culture française, est mise à égalité avec toutes les cultures qui viendraient sur le sol français. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays au monde. Si on prend par exemple, les Émirats arabes unis, tout le monde connaît Dubaï, une ville, extrêmement moderne et cetera. Bon, beh, dans la ville de Dubaï, le nombre d'étrangers, avoisine les 70 ou 80. Mais ils n'ont pas la nationalité, heu, dubaïote ou des Émirats. On fait une claire distinction entre les vrais citoyens et des étrangers résidents. Donc ce n'est pas le modèle que nous avons aujourd'hui en Europe n'est pas universel. Le monde entier ne fonctionne pas selon ce modèle du droit du sol et de la nationalité ouverte à tout le monde. Oui, donc il faudrait accepter de le remettre en question et même accepter, les arguments, les contre-arguments moraux qu'on pourrait recevoir, enfin, relatifs à la morale qu'on pourrait recevoir parce qu'en réalité, heu, c'est pas nécessairement immoral justement de s'opposer à tout ça. Enfin, en tout cas, le débat là-dessus est au moins légitime. Bien sûr, et non seulement il est légitime, mais je pense qu'il est essentiel. Aujourd'hui, c'est le problème majeur. Évidemment, la question du grand remplacement, du remplacement de population est le fait majeur de notre époque. Et il faut le traiter. Et une des manières de le traiter, c'est justement de reconnaître la prééminence d'un peuple majoritaire. Tant qu'on n'aura pas acté cela, qu'on n'aura pas posé cette première fondation, on ne peut rien faire. Mmh. Concernant, enfin,
On a l'impression que la société s'inscrit en fait en règle très générale dans une peur et un refus d'identifier, de nommer les choses. Et ça s'étend à d'autres domaines, comme par exemple le genre, on en parle énormément. Et donc il y a tout un malaise justement à accepter de nommer le réel. Comment est-ce que vous expliquez ça, Antoine Dress? Ouais, alors, il y a énormément de ramifications à ce phénomène, mais je pense que vous avez raison de faire un parallèle entre cette conception totalement ouverte de la nationalité et toutes les théories du genre, parce qu'au fond, elles participent de la même matrice intellectuelle qui est une conception purement individualiste des choses et surtout d'une forme de subjectivisme constructiviste. C'est-à-dire que la réalité et la construction de ma subjectivité et plus encore de ma subjectivité, de ma sensibilité. Au fond, il n'y a pas tellement de différence, il n'y a qu'une différence de degré et non de fond entre reconnaître que n'importe qui peut être français, même un Africain, un Chinois ou un Péruvien, et dire qu'un homme peut être une femme. Ce qui, ce qui est en première place, c'est le sentiment individuel. C'est le sentiment individuel qui est érigé comme fondement de son identité, identité sexuelle ou nationale en l'occurrence. Mais c'est la même logique qui est à l'œuvre dans les deux cas. Et si cela prend aujourd'hui, c'est justement à cause de cet excès de sensibilité qui émane de toutes parts dans la société. Et il paraîtrait indigne ou désagréable de dire à quelqu'un que sa sensibilité ne fait pas loi. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans, une, dans un conflit de sensibilité, tout simplement. Mmh. Ça, c'est intéressant d'entendre beaucoup de nos politiciens qui nous expliquer l'importance justement de faire peuple, comme si donc il fallait retrouver effectivement cette entité et en même temps valoriser à ce point-là, comme vous le disiez, les sentiments individuels. Il y a un paramètre qui n'est pas du tout pris en compte, c'est qu'en expliquant à chacun que justement il peut cultiver cette individualité de façon parfaitement autonome, il apparaît assez compliqué ensuite de réussir à faire un socle commun et de former un peuple avec des individus qui se retrouvent complètement éclatés les uns par rapport aux autres. Bien sûr, parce que par définition, si c'est la sensibilité qui prime, alors nous avons tous plus ou moins une conception différente de l'identité nationale, en l'occurrence. C'est-à-dire que si on définit l'identité française par des valeurs, ben peut-être vous définirez l'identité française par le catholicisme, mais quelqu'un d'autre pourrait dire qu'au contraire, l'identité française, c'est la République laïque, tout ce que vous voulez. Euh, Telle personne accentuera tel ou tel trait, telle ou telle valeur, ou ce qu'il comprendra des valeurs de cette nation. Et donc finalement, il n'est pas possible de faire peuple sur une telle notion. Il faut vraiment ôter la part de la sensibilité dans l'identité pour faire peuple, justement. Parce qu'au fond, et ça c'est un discours qui revient très souvent, justement, chez toutes les personnes qui défendent cette assimilation même à tout va, en disant, bah, ah, vous savez, tant que ces étrangers aiment la France, bah, cette personne est plus française que tel gauchiste qui, lui, crache sur la France en permanence. Mais en fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que même quelqu'un qui détesterait la France alors qu'il est né de parents français est un Français. Le fait d'aimer quelque chose, de ne pas l'aimer, ne change absolument rien à l'affaire. Et évidemment, c'est quelque chose de plus difficile, si je puis dire, à comprendre en France, si vous me permettez, et je dis ça sans aucune offense, évidemment, mais parce que la France a toute cette mythologie républicaine universaliste. Si je prends la Belgique, bon, la Belgique est tout autant à gauche que la France, bien évidemment, en tout cas la Belgique francophone, mais honnêtement, je ne pense pas avoir jamais rencontré un étranger assimilé en Belgique disant je suis belge parce que j'adhère aux valeurs de la Belgique, les valeurs de la Belgique, j'aime la Belgique particulièrement parce que c'est un pays qui résonne ainsi. Non, ça n'a pas le même raisonnement, la même résonance que la France à ce niveau-là. Et tant que la France est enfoncée dans cette mythologie républicaine universaliste, eh bien, elle aura du mal à en sortir. Oui. Alors, justement, j'aimerais bien qu'on revienne aux sources de tout ça puisque, quand on voit que ça fait tant polémique à droite, alors pourtant la question, est assez simple, en tout cas dans la façon dont vous la résumez. Être français, c'est être français. On voit que c'est parce qu'il y a aussi, de gros complexes, la peur d'être, traité, de raciste, de fasciste, c'est le vocabulaire, classique de la gauche et donc cette gauche qui a réussi à nous imposer justement, son discours et ses complexes. De quand est-ce que vous dateriez, cela? Quelle est la source de tout ça, Antoine Dress?
Oh, la source, le premier jalon de cela, c'est la technique stalinienne qui consistait à qualifier tous les ennemis politiques de fascistes. Et cela a pris une très grande ampleur après la victoire des Alliés en 1945 et donc la victoire en partie des mouvements communistes. Et peu à peu, cet amalgame s'est vraiment étendu à l'ensemble du camp politique de droite. Toute personne qui professait des idées de droite était fasciste, ce qui révèle ce qui déplaît vraiment dans le fascisme aux yeux de la gauche. C'est-à-dire que le fascisme est une doctrine politique assez précise. Personnellement, c'est un terme que j'attribuerais uniquement à l'expérience italienne des années 20 aux années 40. On pourrait l'étendre aux différents mouvements fascistes européens comme le national-socialisme et autres en Europe. Mais fondamentalement, ce qui dérange la gauche et les hommes de gauche n'est pas tellement ce qui est propre à ces mouvements, mais plutôt tout ce qu'il y a de commun avec les autres pensées de droite, à savoir la hiérarchie, l'autorité, la lutte contre l'égalitarisme, etc. Or, comme ce sont des caractéristiques qui se retrouvent dans l'ensemble du camp de la droite, eh bien, on amalgame la droite entière au fascisme. Et le problème, c'est que tant qu'on se soumet à l'antifascisme de gauche, on, on se montre incapable de défendre une vraie pensée de droite. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut défendre le fascisme, on peut même avoir une critique du fascisme vue de droite, mais si on accepte l'antifascisme de gauche, il n'est pas possible de développer un discours de droite cohérent. Oui, c'est ça, parce que pour l'instant, on est face à une droite qui assume, en tout cas de temps à autre, justement ces principes de hiérarchie et d'autorité, et ça devient complètement contradictoire à partir du moment où elle refuse d'appliquer ces mêmes principes à des questions comme l'identité française, par exemple. Bien sûr, c'est le tabou ultime qu'il faut absolument faire sauter en parlant tout à fait normalement. Il faut pas non plus caricaturer nous-mêmes, mais il est vraiment important de faire sauter ce jalon et même de dire à ces étrangers qui aiment la France, je ne le nie pas, il est tout à fait possible qu'il y en ait, mais il est important de leur dire qu'en qu'en disant qu'ils sont français au même titre que des Français de souche, simplement parce qu'ils adhèrent aux valeurs de la France ou qu'ils aiment la France ou que sais-je que sais-je encore, au fond, ils participent eux aussi du grand remplacement. Ils relativisent la substance de l'identité française. Antoine Dress, merci beaucoup d'être avec vous. On continue jusqu'à 8h15. Normalement, Jonathan Sturel était avec nous, mais il a un empêchement. Donc, on continue en tête à tête jusqu'à 8h15. Je vous représente rapidement pour les auditeurs qui nous rejoindraient en cours de route. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Nous sommes donc avec Antoine Dress, qui est diplômé en philosophie, animateur d'un blog de philosophie politique Egonon que je vous invite vraiment à découvrir, chers auditeurs, et directeur des publications de l'Institut Iliade, auteur de Réalisme politique aux éditions de la Nouvelle Librairie en janvier 2024. Antoine Dress, comment pourriez-vous répondre à l'argument, donc on parle d'identité française, chers auditeurs, comment pourriez-vous répondre à l'argument de ceux qui ne défendraient pas votre vision de l'identité française et que vous direz d'accord, être français, c'est avoir des parents français, mais il se peut que l'un de vos grands-parents soit italien, belge, allemand. Voilà. Jusqu'où doit-on remonter pour pouvoir se définir comme étant français? Puisqu'effectivement, malgré tout, on le sait, en Europe, l'Europe a pu fournir certains apports à la France en termes de filiation. Bien sûr. Moi, déjà, en fait, cette question, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître d'abord un état de fait, c'est que l'identité se fait d'abord et avant tout, la première source de l'identité se fait par la filiation. Ensuite, effectivement, déterminer quel degré de filiation est nécessaire pour la constitution d'une identité politique, cela dépend de ce qui va être décidé par telle communauté. Tant qu'on reconnaît qu'il y a au moins une partie de cette base-là. Ensuite, les communautés politiques ont des règles de nationalité différentes. Si on revient à la Grèce antique, par exemple, Périclès les avait radicalisés en demandant que pour être citoyen athénien, il fallait, je pense, que ses quatre grands-parents le fussent. Quatre grands-parents athéniens. Ce qui fait que, par exemple, Aristote n'a jamais eu la nationalité athénienne. Alors même que c'était quelqu'un, pourrait-on dire, de valeur, un citoyen intégré dans la cité. Euh, mais comme quoi la nationalité grecque ne dépendait pas de la valeur ou des mérites d'un individu. Ça, c'était Mm. l'identité telle qu'elle prévalait à l'époque.
Ensuite, donc, évidemment, si on revient à notre époque, on peut avoir des identités euh, pas mélangées, mais en tout cas avoir des origines parfois d'autres pays européens. Je pense que l'assimilation se fait par le temps, elle se fait par la génération. C'est-à-dire que, mettons que j'ai vécu en Pologne pendant 2 ans et demi, donc c'est quelque chose que j'ai ressenti sur place. Si j'avais continué ma vie là-bas, probablement qu'après 10 ans, 20 ans, mon polonais aurait été impeccable. Mais fondamentalement, je pense que je ne me serais jamais senti polonais. J'ai toujours et j'aurais toujours senti une forme de hiatus dans la manière de voir les choses, dans l'humour polonais. J'aime énormément la nation polonaise, mais je n'ai jamais compris l'humour polonais, par exemple. Toutes sortes de choses qui fait qu'il y a toujours un hiatus. Or, tant qu'il y a un hiatus, eh bien, on n'est pas parfaitement assimilé. Il peut y avoir une fiction légale qui ferait que j'aurais la nationalité polonaise, mais fondamentalement, je ne me reconnaîtrais pas comme tel et je ne serais pas reconnu comme tel par les autres Polonais. Quand j'étais en Russie, par exemple, à Saint-Pétersbourg, j'avais un ami français qui était passionné par la Russie, qui parlait, lui, un russe parfaitement impeccable. Et je pense qu'il était sincèrement désireux de devenir russe. Pourtant, tous les Russes l'appelaient le français. Mm. Alors qu'il était en couple avec une Russe qui n'avait quasiment pas d'accent français, mais il était vu comme un Français par les autres, parce que malgré tout, il y avait toujours une note, une petite touche qui faisait de lui un Français. Mais si ce Français avait un enfant avec cette femme russe, son enfant serait franco-russe, mais lui serait déjà russe, mais avec une petite touche particulière, parce que dans son foyer, il y aurait quand même une touche de la culture française qui perdurerait. Ensuite, si ce franco-russe se marie à nouveau avec une russe en Russie, eh bien cet enfant serait davantage russe et davantage assimilé, et ainsi de suite. Au fond, la vraie assimilation, l'assimilation parfaite, qui ferait que on devient indifférenciable par rapport au reste de la communauté, comme le disait Enoch Powell, se fait sur le temps long et je ne pense pas fondamentalement qu'elle se fasse à l'échelle d'une seule génération. Mm. Est-ce que, selon vous, justement, quand on parle de cette intégration, de cette assimilation qui se ferait pour le coup sur le temps long et qui prendrait en compte néanmoins quand même à un moment donné un apport filial, ethnique, concret avec donc au moins l'un des deux parents qui serait de la nationalité, est-ce que selon vous, il devrait être différencié selon si l'origine justement du parent étranger est plutôt européenne ou extra-européenne? Je pense que la différence se fait naturellement, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'elle est impossible, elle peut se faire, mais la distance à parcourir est beaucoup plus grande. La différence entre un Européen, entre différents Européens, donc un Polonais qui voudrait s'assimiler en France, un Italien qui voudrait s'assimiler en France, n'est pas, bon, cette assimilation n'est pas si évidente que ça. Il y a quand même malgré tout beaucoup de chemin à parcourir, mais au moins ils font partie de la même civilisation. La civilisation, c'est le mode d'organisation de la vie collective, et là, à partir de certaines valeurs en particulier, avec une certaine manière de penser la moralité, de penser la chose politique, de penser les rapports entre les hommes, etc. Or là, à ce niveau-là, nos valeurs sont commensurables entre Français, Italiens, Polonais, Norvégiens, que sais-je. Il peut y avoir des grandes différences de culture en termes de politesse, de gastronomie, tout ce que vous voulez, mais notre civilisation est commensurable. Donc, il n'y a pas de heurt majeur entre nos conceptions du monde. Alors qu'évidemment, avec une civilisation étrangère, les valeurs ne sont pas commensurables. Les religions sont différentes, le mode d'organisation de la vie collective est différent. Je prends un cas très concret. Comment voulez-vous euh, adapter des communautés qui, pour l'une, accepteraient la polygamie et l'autre la monogamie? Ce sont deux choses totalement antinomiques et qui ne peuvent pas vivre côte à côte. Donc, quelqu'un qui vient d'une culture avec un mode d'organisation de la vie collective totalement différent, ben, doit faire de plus grands efforts pour s'assimiler dans son pays hôte. Hmm. Si on reconnaît des différences entre justement le peuple d'origine et les individus qui voudraient s'y incorporer, donc on l'a bien compris quand même auprès de grands efforts et surtout sur le temps long, on imagine que dans un premier temps, donc, ça ne serait pas le cas, ils seraient donc étrangers à ce peuple d'origine. Il faudrait probablement ensuite reconnaître que
évidemment, les droits et les traitements qui sont réservés à ces étrangers seraient différents de ceux du peuple autochtone. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a une crispation de la part de la droite. On aurait du mal à expliquer effectivement à tout un pan de la population qui en plus en France est extrêmement nombreux aujourd'hui que désormais ils n'auraient plus les mêmes droits que les Français dits de souche. Oui. Alors évidemment, là, la question est délicate parce qu'elle porte aussi sur la manière dont on pourrait faire se réaliser tous les principes dont nous avons discuté aujourd'hui. Or, effectivement, nous nous heurtons à une situation particulière, c'est qu'il y a aujourd'hui pas seulement des étrangers sur le sol national, il y a aussi beaucoup de citoyens naturalisés, enfin d'étrangers naturalisés et non assimilables, et non assimilés plutôt. C'est ça que, Mm. pardonnez-moi. Euh, et donc, que faire des citoyens qui ont la nationalité française, mais qui ne vivent dans les faits pas comme des Français, qui ne sont pas assimilés? Alors là, c'est évidemment, on ne peut pas légalement dire, proposer la fin de enfin, de leur ôter la nationalité sous base de leur origine ethnique ou ce genre de choses. Cela contrevient tout à fait aux règles de l'état de droit. Ce qu'il faut, c'est insister, comme on l'a dit, donc c'est faire reconnaître l'idée d'une culture majoritaire dans le pays, ouvrir quand même toujours la porte à une assimilation possible, mais difficile, méritante, et au contraire, enclencher une politique de remigration, si je puis dire, c'est-à-dire en valorisant même un retour dans les pays d'origine. Oui, parce que valoriser cette identité française et donc revenir à ses fondamentaux, accepter de la définir, c'est aussi recréer, en tout cas révéler, parce qu'a priori, enfin, je pense qu'elle existe déjà, mais révéler cette fracture au sein de la société française et donc se retrouver avec un peuple qui est officiellement complètement éclaté entre les Mhm. différents peuples qui la composent. Oui, oui, le peuple français, et pas seulement le peuple français, de nombreux peuples en Europe aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, connaissent cette situation de fracture très profonde, et il est totalement illusoire et utopique à mes yeux d'espérer recoller les morceaux par un discours universalisant, moralisateur, volontariste, de quelque bord que ce soit, qu'il soit de gauche ou de droite. Mmh. Alors justement, puisque les arguments qu'on oppose à la droite, qui en tout cas assume ces idées-là, sont systématiquement des discours, de morale, comment Mhm. est-ce que la droite doit, faire face à ces discours? Est-ce qu'elle doit s'emparer de la morale elle aussi? Est-ce qu'au contraire, elle doit en revenir à des bases, très techniques? Est-ce que ce serait un savant mélange des 2? Enfin, comment est-ce que vous procéderiez, Antoine Dress? Oui, il devrait y avoir un savant mélange des deux. En tout cas, sur la question de la morale, quand on nous oppose des arguments moraux, on peut faire valoir des arguments moraux également, qui est le droit de chaque peuple à la continuité. Le droit de chaque peuple à la continuité historique, de persévérer dans son être, rappeler, rappeler les prérogatives, les droits des peuples européens à rester majoritaires sur leur terre. Le droit des peuples autochtones, après tout, est reconnu euh, au niveau international. Nous-mêmes, nous pouvons nous le faire valoir. Donc la morale est aussi de notre côté à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout se coucher devant le raisonnement moral de la gauche ou même la droite, hein, parfois, la droite civique républicaine. C'est-à-dire que la morale dont ils font usage est une morale purement individualiste. C'est-à-dire on ne peut pas moralement dénier à tel individu méritant le droit d'être français. Or, la droite peut faire valoir le droit du peuple français ou du peuple allemand ou du peuple belge à la continuité historique. Ce qui ensuite découle vers le droit des individus, c'est-à-dire que les individus aussi ont le droit de vivre dans une société pacifiée, de vivre dans une société où leur culture est reconnue. Donc, il n'y a pas du tout à se coucher d'un point de vue moral, parce que souvent la droite a mauvaise conscience face au discours moralisateur de la gauche. Or, il n'y a aucune raison de se sentir en telle infériorité. Mais la droite ne peut pas en rester là. Elle doit aussi développer un discours effectivement technique sur la manière dont elle peut procéder. Parce que je crois que beaucoup de gens aussi se réfugient dans ce discours moral, y compris à droite, parce que fondamentalement, ils ne croient pas qu'on peut régler la situation.
Et donc, comme on ne peut pas régler la situation, ou comme il croit qu'on ne peut pas la régler, alors on lui donne toutes sortes de justifications morales et intellectuelles pour justifier l'inaction. Ouais, c'était intéressant, votre parallèle avec ces autres peuples autochtones qui, eux, n'ont aucun mal à faire valoir justement, leur identité et même à réclamer qu'elle soit préservée. Je vais, donc étendre le problème de la France, un peu au-delà. Est-ce qu'en réalité, il y a un complexe des peuples blancs et donc c'est dommage que François Bousquet ne soit pas avec nous ce matin, il pourrait nous en parler. On recevra prochainement également, Julien Rochdy pour son dernier livre, il le consacre justement aux Blancs. C'est même un mot Tout à qu'on fait. aurait presque du mal à utiliser. Voilà, comment est-ce que on dépasse ce complexe blanc, justement, des peuples blancs qui ont du mal, eux, à affirmer cette identité. Et alors, probablement parce qu'on leur oppose systématiquement la façon dont, longtemps, ils étaient dans cette posture du peuple dominant autour du globe. Oui, effectivement, ce dernier argument que vous avez énoncé qui est le nœud du problème. C'est-à-dire que la gauche, effectivement, n'aura aucun problème à défendre le droit des peuples autochtones partout dans le monde, alors qu'elle ne défendra pas le droit des peuples européens ou des peuples blancs, comme vous dites. Mais tout simplement parce que les blancs sont les dominateurs, les dominants, sont les méchants qui ont opprimé l'entièreté du globe. Et la gauche, du fait de son discours égalitariste, se place toujours du côté des dominés ou des pseudo-dominés. Parce qu'évidemment, c'est une lecture très manichéenne des choses, et c'est un peu facile de dire que l'ensemble de la Terre est un peuple. Enfin, ce sont les opprimés de la Terre contre les méchants, blancs, bourgeois, dominateurs, tout ce que vous voulez. Euh, en fait, tout simplement, il faut à droite dépasser cette grille de lecture. Ce n'est pas une grille de lecture constitutive de la droite et il faut en sortir. D'abord de un, parce qu'il n'y a rien de honteux à avoir été les gagnants dans l'histoire à un certain moment donné, ce qui n'a pas toujours été le cas. Euh, et deuxièmement, les peuples européens aujourd'hui sont en situation de faiblesse, sont en situation connaissent une menace de disparition, tout simplement, et il faut agir pour que cela ne se produise pas. Et tant qu'on n'aura pas dépassé ce tabou, on ne pourra jamais y arriver. Oui, et puis donc ce tabou qui est cultivé, et c'est là que c'est compliqué, mais dans tous les pans de la société. Aujourd'hui, on voit à quel point cette idéologie égalitariste de gauche a envahi à la fois la culture, l'éducation, même la justice. On va avoir tendance à excuser quelqu'un simplement parce que justement il est différent, là où on nous expliquera que par contre il ne faut absolument pas valoriser justement les Français Mhm. d'origine. Là, il n'y a plus de question il n'est plus question de prendre en compte une quelconque différence. Donc voilà, est-ce que vous pensez, Antoine Dresse, qu'il est encore temps justement d'assumer cette vision des choses? Est-ce que l'égalitarisme de gauche n'a pas définitivement vaincu quand on voit encore une fois que même à droite, euh, quand on nous propose une France black, blanc, beurre dans la rue, à partir du moment où il y a des drapeaux français au-dessus des têtes, eh bien, voilà, tout le monde va s'en repaître et expliquer qu'enfin, ça y est, c'est ça qu'on attendait. Du French washing. Ouais. Euh, oui, non seulement il est encore temps de le faire, mais il est plus temps que jamais de le faire. C'est-à-dire que s'il y a un moment où il faut réagir, c'est maintenant ou jamais. Je ne crois pas que enfin, je pense qu'effectivement l'égalitarisme a remporté la bataille sur de nombreux pans de la société, comme vous l'avez dit. Je partage entièrement votre diagnostic. Ce n'est pas pour autant que la victoire est inéluctable et, et qu'elle est définitive. Ça, je ne le crois pas du tout. Il est encore possible de renverser la situation pour la simple et bonne raison déjà que l'égalitarisme conduit inexorablement au chaos. Et le chaos n'est pas viable à long terme. Et donc il faudra immanquablement reconstruire quelque chose. Et l'urgence fait que ben, si nous voulons éviter le chaos le plus complet, ben, nous devons remporter la bataille avant et remettre les bons principes au sommet de l'État avant que tout ne soit trop tard. Ce que l'ennui, c'est que vous nous avez expliqué qu'être français, c'est aussi une question
de filiation, d'héritage ethnico-culturel. Aujourd'hui, on est dans une France justement qui a tendance à flouter ses frontières. On va avoir des générations qui sont quand même donc largement soit d'origine étrangère, soit métissées. Donc, il apparaît quand même assez compliqué d'imaginer que demain, le peuple de souche soit encore majoritaire sur son propre sol. Et vous le disiez, c'est aussi une question de population majoritaire sur un terrain donné. Oui. Oui, bien sûr, vous avez entièrement raison et c'est pour cela que le seul projet qui soit viable à mes yeux est le projet, dit de la remigration, qui est, défendu par des gens comme, Martin Sellner, par exemple, ou autres. Remigration, alors, terme qu'il faut prendre, c'est un terme qui a souvent été balancé comme ça sur les réseaux sociaux, parfois de manière provocante, provocatrice, et pourquoi pas cela a permis de diffuser le concept au maximum. Aujourd'hui, maintenant, il faut le défendre avec un minimum de technicité, dont on a parlé tout à l'heure, pour, j'allais dire apaiser les esprits, pas forcément apaiser, mais en tout cas pour, faire comprendre ce qu'il y a derrière ce terme. L'idée de la remigration, en tout cas, c'est le projet tel qu'il est défendu par Martin Sellner. Ce n'est pas des déportations de masse, on prend tout le monde et du jour au lendemain, les étrangers sont dégagés du pays. Ce n'est pas comme ça. D'abord, c'est irréalisable. Cela ne peut pas fonctionner de cette manière. L'idée de la remigration est un projet sur le temps long, avec une réforme du droit à la nationalité, une différence une réforme, par exemple, du droit d'asile, la reconnaissance que le rapport d'un État à l'immigration doit changer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner un droit à l'immigration à toute personne, mais plutôt reconnaître que l'État, enfin que ce qui prime, c'est l'intérêt national dans telle ou telle immigration. Donc l'État peut avoir besoin d'une immigration pour tel domaine économique, par exemple, mais il ne doit rien aux immigrés en tant que tel. Et donc un changement de politique par rapport à l'assimilation qui ferait que les personnes non assimilées en France, à terme, partiraient. Mais si vous lisez le livre que Martin Sellner a consacré à la remigration, par exemple, heu, il imagine que c'est un processus qui prendrait, 20 à 30 années. Mmh. Oui, c'est ça, parce que si la dimension culturelle a son importance. On imagine bien que appartenir à un corpus de valeurs, aimer la gastronomie, l'architecture française, la musique française, ça ne suffit pas à être français. En Mmh. revanche, ce seraient des critères dont on pourrait se servir pour quand même distinguer, en tout cas, les populations qui devraient être amenées à quitter le territoire français. Et par exemple, donc Martin Sellner, si je ne me trompe pas, propose aussi tout un tas de mesures qui permettraient justement de dissuader culturellement ces peuples étrangers de s'installer en France en leur faisant comprendre que justement ils ne pourraient pas vivre leur culture comme ils l'entendent et de façon aussi naturelle qu'aujourd'hui c'est proposé. Bien sûr. C'est effectivement une voie à suivre. Je pense que c'est la voie à suivre pour ce faire. Ce qui en définitive, au fond, c'est une, mesure de bon sens à mes yeux et qui en définitive serait profitable même pour les quelques, étrangers qui sont pour le coup pleinement, intéressés par le sort de la France, qui sont attachés à ce pays, qu'ils veulent le voir, perdurer. Heu, ils doivent comprendre que c'est une des conditions sine qua non pour la perpétuation de son existence. Est-ce que vous pensez justement, parce qu'on a parlé de cet intérêt de la filiation ethnique, est-ce que vous pensez que les étrangers qui arriveraient en France, dans l'objectif de réellement s'assimiler, devraient justement accepter aussi des mariages avec le peuple d'origine? Alors que justement, ça conduirait les enfants à casser d'une certaine façon cette filiation. En d'autres termes, est-ce que le métissage serait un facteur nécessaire pour pouvoir assimiler, intégrer ces populations, alors même que c'est justement l'un des facteurs qui viendrait détruire l'identité de souche du peuple autochtone? Effectivement et là vous soulevez un paradoxe. Je dirais que oui, mais tant qu'il ne se fait de manière homéopathique, c'est-à-dire tant qu'il se fait à la marge et qu'il n'y a pas de masse critique de population étrangère dans un pays. Hem, je vais prendre un exemple,
historique. Si vous prenez le cas de Pouchkine, par exemple, Pouchkine est considéré comme le plus grand poète de la Russie et comme étant pleinement russe. Il a même, d'une certaine manière, contribué à réformer la langue russe. C'est lui qui lui a donné un tour littéraire. Or, il se fait que l'arrière-grand-père de Pouchkine était d'origine africaine. C'était un Africain, un ancien esclave, un esclave affranchi, et qui s'est métissé en Russie. Et du coup, bah, la quatrième génération a donné Alexandre Pouchkine, qui n'avait plus rien d'un Africain, qui était pleinement russe. Et il est considéré comme un génie de la littérature russe en tant que pleinement russe. Bon, cela peut se faire tant qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Et là, ça ne pose aucun problème. Mais évidemment, si on fait venir des millions de personnes venant de civilisations étrangères, on ne peut pas dire que le métissage est la solution pour eux de s'assimiler. Là, par contre, ce serait effectivement cela signifierait la destruction de l'identité nationale. Il y a la question de l'amour de soi qui reste évidemment importante. Là encore, on a compris que c'était pas un critère qui suffisait à être français. Néanmoins, c'est bien l'amour de soi qui conduit généralement à la volonté de se préserver et de s'entretenir. Aujourd'hui, il y a un véritable problème sur cette question en France, or même plus largement en Europe, à l'exception de quelques pays, mais les peuples européens ont du mal à s'assumer et à s'apprécier à leur juste valeur. Oui, c'est ce que Guillaume Fay avait appelé l'ethnomasochisme en son temps. C'est la conséquence en grande partie de décennies d'enseignement de la haine de soi en Europe. Les Européens seraient particulièrement à blâmer pour leur passé. Alors, leur passé colonial pour la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, leur passé fasciste ou nazi en Allemagne, par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les Européens doivent dépasser. Oui. Et ils doivent le dépasser de multiples manières, à la fois par une appréciation équilibrée de leur héritage historique, ce qui ne veut pas dire que tout était bien ou positif, évidemment, mais faire la part des choses et surtout comprendre que les lourds héritages sont en partage par tous les peuples de la Terre. Antoine Dress, merci beaucoup pour toutes ces explications. Il nous reste même pas une minute. Est-ce que pour les auditeurs qui nous auraient rejoints en cours de route, vous pourriez redire en 2 mots, donc, pour conclure, ce qu'est être français? Eh bien, être français, c'est d'abord et avant tout être de filiation française, tout simplement. Voilà. Bah, écoutez, chers auditeurs, si jamais vous nous avez rejoints en cours de route, que vous n'avez eu qu'un morceau de cet entretien, on vous invite à le retrouver dans la journée sur notre chaîne YouTube ou sur le site internet de Radio Courtoisie, rc.fr. Antoine Dress, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci de nous aider à briser un certain tabou. Merci de contribuer à essayer d'apaiser, de résoudre ce débat, cette polémique qui bouleverse la droite française actuellement. Je vous dis à très bientôt. Et puis je rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez aussi vous procurer le livre Réalisme politique aux éditions de la Nouvelle Librairie, donc par Antoine Dress, ou vous rendre sur sa chaîne YouTube et son site internet Egonon. Merci beaucoup Antoine Dress.